Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Nous sommes ravis d'accueillir cette session du groupe SAGE sur les réunions de la vaccination. Cette session, ce webinaire est enregistré. Nous avons également un service d'interprétation en français, en espagnol. Si vous souhaitez en profiter, en français ou en espagnol, vérifiez l'icône de globe terrestre tout en bas de votre écran. Vous avez la possibilité de cliquer dessus et de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre ce webinaire. En dehors de cela, comme je l'ai dit, nous enregistrons cette session. Louise, nous allons envoyer le replay un peu plus tard. Oui, absolument. Nous enverrons l'enregistrement par email ultérieurement. Je vais à présent donner la parole à Mario pour lancer ce webinaire. J'espère que vous aurez un excellent webinaire. Je suis ravi d'être là. Merci à tous de nous avoir rejoints. Voilà notre webinaire. Nous allons faire un résumé, donc ce qu'il faut retenir des précédentes réunions SAGE. Et donc, ce sont les réunions qui se sont déroulées la semaine dernière, du 11 au 13 mars dernier. C'était de très bonnes réunions avec d'excellentes discussions et bien sûr, dès que vous avez un grand intérêt à suivre ces sessions. Et bien sûr, il faut que nous soyons au courant des recommandations SAGE, donc c'est l'occasion rêvée pour prendre connaissance de ces recommandations. Donc, il faut que nous puissions suivre les discussions et recommandations du groupe SAGE. Je suis donc très heureux de faire cette présentation et de faire ce résumé des sessions précédentes avec Hannah également. On va vous dire ce qui s'est passé lors des précédentes réunions. Quelques règles de base. Vous pouvez poser vos questions grâce au chat ou vous pouvez attendre à la fin si vous souhaitez poser vos questions à l'oral en levant la main. Vous avez l'habitude de le faire, bien sûr. Bien, je pense que nous pouvons commencer à présent. Et nous allons désormais passer la parole à Joachim Ramba. Pour, bonjour à tous, je m'appelle Joachim Hombar. Je suis le secrétaire exécutif de Sage et j'ai le plaisir de commencer ce webinaire aux côtés de Hannah Hoinek, qui est la présidente de Sage et qui va nous donner un aperçu de notre programme. Et nous allons parler en particulier du grand rattrapage du polio, de l'hépatite COVID-19 et Mpox. C'est un immense plaisir d'être dans cette réunion. J'espère que de bon nombre d'entre vous ont pu également participer aux réunions SAGE de la semaine dernière. Vous voyez sur notre programme du jour que nous avons eu assez peu de points en ce qui concerne les recommandations politiques. On a également le polio, l'hépatite et l'Mpox. On a également eu d'autres sessions qui étaient tout aussi importantes. Et dans une certaine mesure, nous avons parlé de futures recommandations en termes de politique de vaccination. Nous avions 4 sujets. Nous avons célébré pour le 50e anniversaire du PVE. C'était très important. Et depuis de nombreuses années, nous avons également beaucoup de discussions sur les réponses à donner au déclenchement d'épidémies et des politiques et des stratégies face à ces épidémies. Et nous allons parler en particulier ici du Mpox et de la polio, de l'hépatite E. Et cela ne faisait pas partie de l'agenda, mais nous allons également parler de la fièvre jaune dans certains cas. Nous avons approfondi également un point du programme qui concerne le grand rattrapage. Le grand rattrapage sur l'écart en termes de vaccination suite à l'épidémie COVID-19. Et donc, ça fait partie du programme de vaccination IA 2030. Et on a également des discussions sur les corrélats
immunitaire et sur le VRS. Et cela concerne certains vaccins qui vont être mis sur le marché dans un moyen terme et cela va avoir lieu avec une discussion juste pour vous dire quelques mots sur les rapports régionaux et mondiaux avant de passer la parole à la présidente de SAGE. Bien, slide suivante. Donc, il s'agit de célébrer le 50e anniversaire de la création du PEV. Donc, c'était en 74 déjà, avec, avec la couverture DTP3 de environ 5% aujourd'hui. Nous avons 13 vaccins recommandés dans le monde entier et nous avons également une couverture de 85% de DTP3, mais on veut faire encore plus de progrès. Sur le côté droit, vous pouvez voir une estimation finale des décès évités grâce à 50 ans de vaccination. Vous voyez, avec âge, c'est un impact massif qu'a eu la vaccination au fil du temps, notamment sur la survie des enfants et également pour la survie des ce qui est tout à fait spectaculaire. Et la vaccination est, et a été et sera le moteur de la survie des enfants et c'est notre programme. Et bien sûr, cela s'est développé grâce au développement des soins de santé primaires. Slide suivante, s'il vous plaît. Je vais vous donner juste quelques points sur les et de technologie. Cela nous a permis de faciliter le déploiement et la distribution des vaccins. Voyez toutes les innovations en lien avec les vaccinations, le développement, la fabrication des vaccins, mais également tout ce qui concerne le stockage et la manipulation, comme vous pouvez le voir sur la slide. Je crois que c'était un parcours tout à fait incroyable et on a de très nombreuses innovations dans le cadre de notre programme de données et cela a permis de faire des progrès époustouflants. Passons à présent à la suite, notamment avec les rapports régionaux très rapidement. Bien sûr, comme nous le savons, nous avons eu des feedbacks de toutes les régions OMS en ce qui concerne leur travail sur le dernier semestre et sur leurs difficultés particulières, leurs défis qu'elles ont relevés. Là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, bien sûr. Vous avez un lien qui va vous permettre de voir quels sont les points saillants de Sage. Il y avait le lien au début de la présentation. Donc, ce qui revient le plus souvent, c'est que toutes les régions ont souffert de difficultés, notamment au moment de l'épidémie Covid. Et malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de progrès, notamment pour la région africaine. Mais nous voyons que dans l'ensemble, il y a des progrès, mais nous avons toujours un écart très fort en ce qui concerne notamment la vaccination contre la rougeole. Il y a eu beaucoup d'épidémies dans le monde entier de cette maladie. Là, on va parler également et il faudrait qu'on ait un programme de grand rattrapage de vaccination pour tous les pays. Il faut que ce soit parfaitement intégré dans tous les programmes de vaccination. Et il y a beaucoup de pays qui ont pris les mesures nécessaires et qui ont levé les obstacles à la vaccination. Mais on a encore du travail à accomplir. On a vu qu'il y avait beaucoup de progrès de certains pays, notamment l'Inde a été citée, notamment pour une approche tout à fait ciblée et en termes de responsabilité à tous les niveaux pour promouvoir la vaccination et pour également recouper notamment toutes les pertes, tous les décalages dus à l'épidémie COVID-19. Un autre point important à noter, c'est la possibilité d'accomplir un suivi. On va en reparler avec Carolina. C'est un point essentiel.
Il faut que l'on ait une surveillance, un suivi pour savoir ce que l'on fait et bien sûr, pour, corriger les trajectoires de notre travail. Un autre point établi par Sage à plusieurs reprises, nous avons malheureusement de plus souvent des situations FCS et là, il faut faire preuve de grande souplesse de manière à pouvoir livrer des programmes de vaccination et cela veut dire également une certaine souplesse en termes de calendrier. Et bien sûr, les NITAG doivent intégrer cela dans leur calendrier. Ils doivent fournir certaines souplesses en cas de besoin dû à certaines circonstances. Voilà, je crois que c'est tout pour moi en termes d'introduction générale. Et à présent, je suis ravi de passer la parole à Anna Noïnek, présidente de SAGE, qui va nous parler de l'hépatite E. Merci beaucoup, Joachim. Bonjour, bonne après-midi, bonsoir à tous. Et j'espère que vous avez pu vous joindre à nos réunions de la semaine dernière. Donc, c'est simplement un résumé, que vous sachiez où nous nous sommes arrivés pour de nos discussions avec les groupes de travail et avec les membres du réseau SAGE. Donc, l'hépatite E, comme vous le savez, il y a une politique actuelle de l'OMS et on va parler bien sûr de la charge de morbidité et gravité de la maladie et voir quelles sont les recommandations sur l'innocuité, notamment sur l'innocuité des vaccins contre l'hépatite E. Ensuite, on va parler également c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. On va passer à la slide suivante à présent. Alors, l'hépatite c'est une maladie endémique, notamment dans des zones à faible ressources où il y a de grandes épidémies, notamment en Asie ou en Afrique. Mais à présent, on a également une épidémie en Finlande. Ça veut dire que personne n'est vraiment à l'abri de ce type d'épidémie. C'est une question de malchance. La morbidité est assez élevée, la mortalité peut atteindre les 25% pour les femmes qui étaient enceintes. On a les collines, qui est un produit qui est disponible et qui est disponible dans certains pays, mais il n'a pas reçu la préqualification de l'OMS. En ce qui concerne l'étiquetage, cela doit servir pour les plus de 16 ans et on prévoit 0, 1 et 6 mois en 3 doses, notamment pour l'hépatite. Comme pour l'hépatite E, B, on a une durée de vie de 36 mois, mais cela peut être étendu à 48 mois si c'est bien stocké correctement. Et dans une enquête, il a été prouvé qu'on a une efficacité très forte de vaccination avec 3 doses, 100%. Nous sommes très confiants pour cela. Et, et même avec 2 doses, on peut atteindre 100%. Nous sommes vraiment très confiants, notamment pour améliorer la durée de vaccination. En ce qui concerne les notes de synthèse de 2015 par l'OMS, ce n'est pas actuellement recommandé nulle part, notamment pour la vaccination de routine, mais cela permet d'atténuer ou d'empêcher le déclenchement d'épidémies d'hépatite E. C'est enregistré également en Chine et dans de nombreux autres pays, mais il n'y a pas encore de préqualification OMS, comme je l'ai dit. On voit que c'est un outil sous-utilisé et on aura bien sûr une barrière importante une fois que l'épidémie sera terminée et lorsqu'on aura le vaccin disponible. Les stocks de vaccins d'hépatite E ont été approuvés selon l'ICG, selon les dispositions de vaccination de octobre 2023. Le slide suivant, s'il vous plaît. L'innocuité pendant la grossesse contre le VIH est plus ou moins connue. Il y a un certain nombre de données limitées sur l'utilisation
du vaccin chez les femmes en Chine, au Soudan, mais il n'y a pas eu d'alerte vraiment sérieuse pour ces femmes enceintes. Pas d'autres problèmes d'innocuité observés sur d'autres vaccins basés sur les protéines pendant la grossesse. Cependant, il y a également des études, notamment au Bangladesh, avec un risque élevé d'avortement spontané et cela requiert d'autres enquêtes. Le document n'est pas encore disponible, mais j'espère qu'il le sera. Ce qui concerne les signaux d'innocuité, le risque avantage dans les zones FCS sont en faveur de la vaccination, étant donné la haute morbidité et mortalité chez les femmes enceintes atteintes d'hépatite E. Et il est important de produire des preuves nécessaires sur l'utilisation du vaccin pendant la grossesse, étant donné la charge de morbidité importante d'hépatite E chez les femmes enceintes. Voilà un peu les recommandations et bien sûr, il fallait voir cela. Sur la slide suivante, les recommandations pour résumer, c'est que dans des régions réduites touchées par des conflits vulnérables où la circulation du virus de l'hépatite est avérée ou le risque de maladie grave pendant la grossesse est élevé, les avantages de la vaccination des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire au-delà des 16 ans, l'emportent sur les inconvénients potentiels. Lors de la mise en œuvre des campagnes de vaccination, SAGE a souligné l'importance d'accompagner l'utilisation du vaccin contre l'hépatite E d'un programme d'apprentissage dans la mesure du possible pour que l'on puisse collecter et analyser les données pour mieux comprendre l'impact et l'efficacité, l'innocuité, bien sûr. Le SAGE a approuvé l'utilisation d'un calendrier à 2 doses, 0 et 1 mois, au lieu d'un calendrier à 3 doses lors des campagnes dans les situations FCV. Sage a enfin encouragé des recherches supplémentaires sur la vaccination contre l'hépatite E pendant la grossesse chez les personnes vivant avec le VIH et chez les personnes âgées de moins de 16 ans. En outre, Sage a demandé d'être informé des résultats d'une analyse plus approfondie de l'essai du Bangladesh. À présent, nous allons parler des corrélats immunitaires. Nous savons qu'il existe des maladies et des protections vaccinatoires. Et pour certains, nous savons qu'on a parfois des défis à relever parce que, bien sûr, il faut des cohortes importantes ou alors parce que c'est tout à fait imprévisible de prédire les épidémies. Et on peut avoir également besoin d'une protection immunologique. Le SAGE a reçu des recommandations, notamment pour le chikungunya et les preuves. Et ben ça, on a eu les preuves à l'appui des corrélats immunologiques. Un vaccin contre le chikungunya a été homologué sur la base de corrélats immunitaires. Et les vaccins contre le SGB, vaccin à base de protéines et vaccins glycoconjugués hexavalents, sont susceptibles d'utiliser de voies similaires. Donc ça, j'ai discuté le sujet, et il y a pas mal de problèmes. On est arrivé à la conclusion que puisque on a une approbation sur le vaccin contre le chikungunya, il serait intéressant de l'introduire dans plusieurs pays. Et le groupe SAGE a conseillé d'initier un processus d'évaluation des données probantes et des scénarios d'usage pour une optimisation optimale de ce vaccin. Et nous avons également noté qu'il fallait des données probantes sur l'efficacité clinique de ce vaccin avant de donner des recommandations, ce qui risque de causer des retards sur les pays notamment à faible revenu. Donc le groupe SAGE a conseillé de développer des directives sur ce qui était nécessaire pour utiliser ce vaccin ou obtenir les autorisations auprès des autorités compétentes. Diapositive suivante. Le groupe SAGE a étudié également le Covid, alors pas tellement pour des recommandations, mais pour des informations
on a noté que le Covid continuait de circuler largement autour du globe, avec des variations régionales. Et les eaux usées suggèrent une activité supérieure dans les pays du Pacifique occidental et en Asie du Sud-Est. Et les cas reportés, par contre, sont stables. Il y a l'impact de la réduction des tests, évidemment. Les morts par semaine sont en dessous de 4000 depuis mai 2023, et avec un rapport émanant de plus de 50 pays. Donc ces données restent assez basses, mais le nombre réel de morts est inconnu. On a des rapports limités, ce qui rend les choses très difficiles pour tirer des conclusions. Et en termes de Covid-19, ce n'est pas le seul pathogène qui est en circulation et qui met la pression sur les systèmes sanitaires. Le variant JN1 est le plus prévalent à l'heure actuelle. Il est évalué comme posant un risque sanitaire faible, mais le virus continue d'évoluer et on n'a pas encore de schéma saisonnier. La séroprévalence contre le SARS-CoV-2 est élevée avec une hétérogénéité par âge, et la surveillance qui est en déclin, qui n'est pas représentatif, rend les choses plus difficiles pour évaluer rapidement les variants connus et en détecter de nouveaux. Si vous regardez la prise vaccinale, on voit qu'il y a un déclin substantiel depuis le pic à la fin 2021, de 120 millions de doses qui étaient administrées sur la période juillet-décembre l'année dernière. Et il y a des différences si vous regardez les zones géographiques également. Diapositive suivante. Les observations du groupe SAGE sur le Covid-19 étaient que le nombre de cas d'hospitalisation et de morts dus au Covid-19 continuait de diminuer en tendance. On sait qu'il y a des inégalités en termes d'accès aux vaccins contre le Covid. Ces inégalités persistent et la demande a diminué également, et surtout dans les pays à faible revenu. La revaccination avec des vaccins bivalents adaptés pour Omicron continue de protéger contre les formes graves, comme durant la période de prévalence du XBB. Et il y a un avantage modéré de ce vaccin par rapport au vaccin bivalent. Donc, le groupe SAGE a réitéré sa recommandation que le vaccin XBB monovalent soit utilisé lorsque c'est possible, mais on reconnaît que les pays ne doivent pas retarder l'administration de ce vaccin pour les groupes prioritaires si le vaccin XBB monovalent n'est pas disponible. Le groupe SAGE a réaffirmé la priorité des groupes d'utilisation, la fréquence de leur revaccination, comme ça avait été souligné dans la feuille de route de l'OMS pour la mise en priorité de l'utilisation des vaccins Covid. Nous allons revoir cette feuille de route. Notre prochaine réunion sera en septembre de cette année. Enfin, le groupe SAGE a étudié le vaccin VRS, et pour les nourrissons notamment, et on observe sur l'ensemble des pays que le vaccin VRS, son efficacité est bonne, comme vous le voyez sur, sur ce tableau. Diapo suivante. En termes de VRS, on a donné à SAGE des données sur les produits qui avaient récemment reçu une approbation réglementaire pour la prévention des maladies VRS chez les nourrissons et les adultes, notamment avec les vaccins protéines pré-F pour les femmes enceintes, pour fournir une protection aux nourrissons et pour protéger les personnes âgées, et les anticorps monoclonaux pour protéger les jeunes, les nourrissons. Tous les produits ont fait la preuve d'une haute efficacité pour la protection sur les groupes visés par les affections des voies respiratoires inférieures.
Mais il y a un déséquilibre numérique en termes de naissances prématurées chez les femmes enceintes dans les pays à faible revenu. Les produits ont été déployés dans plusieurs pays. Et vous le voyez sur l'illustration. Diapositive suivante. Donc, les observations dont Sage a pu bénéficier, on attend les délibérations et les suggestions de recommandations par le groupe de travail qui est en train d'étudier les données probantes sur l'utilisation de ces produits, et leurs conclusions seront présentées lors de la réunion SAGE de septembre. Le groupe SAGE a recommandé que les produits pour la prévention des maladies VRS soient priorisés pour une présentation en septembre, parce que nous sommes très conscients qu'il y a une augmentation des maladies VRS chez les nourrissons. Et par contre, pour les personnes âgées, on ne le sait pas aussi précisément. Donc, ce sera suivi par les vaccins pour la protection des personnes âgées. Et il y a plusieurs questions à prendre en compte par le groupe de travail dans leur examen des données probantes. Donc, le groupe SAGE a souligné le besoin de recueil de données sur la sécurité des vaccins lors des grossesses dans les pays à faible revenu. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais donc passer la main à l'intervenant suivant sur les études approfondies du groupe IA 2030. Alors, avant de poursuivre, nous allons prendre des questions et réponses. Avec plaisir. Alors, est-ce que nous avons des questions? Alors, il y a une question dans est-ce que les vaccins contre le Covid ne sont pas actuellement disponibles en Afrique du Sud? Alors, c'est peut-être Joachim qui a les meilleures données sur la situation actuelle. Il y a un accès limité, effectivement, mais combien de pays membres ont accès? Joachim, est-ce que tu as les chiffres exacts? Non, je n'ai pas les chiffres exacts. On en a parlé brièvement lors de la réunion SAGE, et il y a une pénurie de ces vaccins, euh, mais on sait que les fabricants de vaccins ne mettent pas de nouveaux vaccins sous licence à l'heure actuelle. Et je sais que c'est le cas en Afrique du Sud. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un problème. Donc, je suis en train de regarder pour ce qui est de l'OMS. On a Pfizer, le vaccin qui est enregistré à cet effet. Nous avons également Novavax et également Moderna et Covovax, et ainsi que Ipra, qui est également un vaccin qui est en cours de fabrication. Donc, on a des problèmes en termes de demande et d'approvisionnement. Il y a très peu de demandes perçues en tout cas, euh, ce qui est moins attirant pour les fabricants, pour l'homologation. Mais peut-être qu'il y a peu de demandes parce qu'il y a Euh, c'est très difficile d'analyser ces données, mais on est bien conscient qu'il y a un souci. Les vaccins ancestraux sont toujours efficaces, mais je comprends bien le désir d'accès à ces vaccins à jour. Alors, une autre question, les enfants, est-ce qu'il y a des discussions sur le fait qu'il faille diminuer l'âge pour la première dose chez les enfants? Alors, merci pour cette question. On en a parlé lors de la session de ce qui était pour la rougeole, en tout cas, de baisser l'âge. Et donc, on va voir ce qu'il en est de la protection et voir comment on va mettre en place ce programme. On est en train d'y travailler.
au niveau du groupe SAGE et Joachim est mieux informé euh, sur les dates auxquelles on pourra partager ces informations avec les différentes régions. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que ça date de 2017-2018. Dans des circonstances spécifiques, sous les 6 ans, et pour les pays à risque, euh, je sais que l'Afrique du Sud est passée à une vaccination de routine là-dessus, mais on attend des données euh, par rapport à la vaccination pour la petite enfance, pour la rougeole. Mais ça concerne plutôt les groupes plus âgés. Mais en tout cas, c'est une inquiétude et les anticorps transmis par la mère euh, sont plus faibles et donc il peut y avoir des problèmes au niveau de l'immunité des enfants euh, quand les mères ont des anticorps dus aux infections. Autre question? Vous pouvez ajouter vos questions dans le Q&A et pour l'instant, nous allons passer à la présentation suivante sur le grand rattrapage avec Caroline. Alors, je vais... D'accord, c'est vous qui vous occupez des diapositives. Bonsoir à tous, je suis Carolina Danovaro. Je travaille pour l'OMS à Genève. Nous avons fait une étude approfondie sur le grand rattrapage. Le grand rattrapage est une initiative qui a été lancée l'an dernier et qui a 3 piliers. D'abord, combler les lacunes en termes d'immunité. Le deuxième, c'est rétablir les niveaux de couverture au niveau pré-pandémique et renforcer les systèmes immunitaires pour que cela inclue qu'on ne laisse personne de côté, en fait. Donc, dans ce cadre, certains pays reçoivent actuellement des financements pour lancer d'autres activités en lien pour rattraper le retard par rapport à la vaccination des enfants. Et le groupe SAGE a reçu cette initiative. Et pour que cette initiative fonctionne, le SAGE a souligné l'importance de volonté politique, d'engagement communautaire, parce que dans beaucoup de pays, vacciner les enfants plus âgés, ce n'est plus de la routine, et former les personnels de santé pour qu'ils soient conscients de la façon dont il faut évaluer l'éligibilité pour certains vaccins, et puis enregistrer et vacciner les enfants et enregistrer ces vaccinations comme il le faut. Donc, euh, on suggère aux groupes techniques qu'ils s'engagent dans ces efforts pour participer à ce grand rattrapage. La surveillance, le suivi de ce grand rattrapage, il est important de comprendre comment l'activité a fonctionné, si on a pu vacciner des enfants qui n'avaient pas pu bénéficier de vaccination et comprendre les impacts sur le programme de vaccination de routine. Donc, à cet effet, pour 2030, il y a beaucoup de groupes de travail qui soutiennent la mise en œuvre des agendas de vaccination 2030. On a développé un document de directive que vous verrez dans une autre diapo et on a défini des indicateurs et la façon dont les pays peuvent assurer le suivi du grand rattrapage. Et SAGE reconnaît que dans beaucoup de pays, à cause des limites en termes de système de données, on n'aura pas forcément de données très détaillées pour assurer un suivi détaillé des efforts de rattrapage. Mais ça, il faudra qu'on rassemble les pièces du puzzle et qu'on fasse une analyse triangulée. Diapo suivante. Donc, comme je l'ai dit, la priorité pour cette année, chaque pays doit faire en fonction de ses besoins. Donc, c'est sur mesure. Il y a une mobilisation des ressources en cours. Il y a des politiques et des pratiques qui doivent changer. Dans de nombreux pays, par exemple, il n'y avait pas de planification du rattrapage et
il a fallu modifier ces politiques, modifier les pratiques, les euh, procédures et mettre en place les outils pour y parvenir. Il y avait aussi une priorité qui était de se mettre en relation avec différents programmes, notamment le programme Polio. Diapo suivante. Alors ça, c'est les directives dont je vous parlais, qui a été publiée en 4 langues. On vient de mettre la version en arabe aujourd'hui, donc c'est déjà en 3 langues sur la page TechNet. Portugais va venir. Alors, il y a des directives sur la façon d'évaluer l'état de préparation, voir si on peut intensifier les activités de rattrapage. Tout un chapitre pour la mise en œuvre de la collecte et l'agrégation et l'examen des données. Et puis des directives sur un suivi en temps réel et une évaluation en temps réel. Et enfin, cette idée que parce que nous ne pourrons pas avoir des données très détaillées, on va devoir s'appuyer sur des études de cas avec des méthodes mixtes notamment. Diapo suivante. Pour ce qui est du suivi de l'état de préparation pour les pays qui sont en priorité sur le grand rattrapage, les groupes de travail régionaux, les entités régionales sont en train de coordonner le suivi de l'état de préparation de ces pays, et notamment pour les pays qu'ils soutiennent. Donc, ils vont demander des mises à jour sur les données. Donc, il va y avoir un formulaire sur le grand rattrapage qui sera aligné sur les directives développées par les groupes de travail et les agences. Alors, ce qui est inclus dans les directives, et l'un des plus importants, même si ça paraît simple, c'est d'évaluer si l'enfant qui est en face de vous est éligible et pour quel vaccin. Et là, donc, il faut évidemment avoir un carnet vaccinal euh, par rapport aux enfants plus âgés. Souvent, ce n'est pas disponible. Donc, il faut voir comment on peut mettre ça en place. Diapo suivante. Comme je l'ai dit, les systèmes informatiques de santé sont vraiment cruciaux. Il faut qu'ils soient adaptés pour qu'on puisse avoir une désagrégation des différents groupes d'âge. Et les carnets doivent être adaptés et disponibles pour donner aux enfants un peu plus âgés. Une fois qu'on a les bases du système d'enregistrement sur papier, il faut également parvenir à agréger des systèmes d'information de données intégrés, pas seulement pour avoir les outils, mais il faut que les professionnels de santé doivent savoir comment remplir les formulaires, agréger les données et comment interpréter ces données qui seront plus désagrégées à l'avenir. Diapo suivante. Pour le suivi des processus, on recommande dans ces directives de faire un suivi, de faire des évaluations euh, pour détecter les problèmes immédiatement et puis inclure les variants sociaux de la vaccination pour les inclure. Et du côté des prestataires, il faut voir ce qui existe en termes de préparation des systèmes. Et il faut adapter les mini-pailles et voir les méthodologies des opportunités manquées de vaccination. La diapo suivante résume les indicateurs du nombre d'enfants vaccinés, de la façon dont ce sera reflété dans le formulaire Gavi pour les pays que ça concerne. Diapo suivante. Et enfin, la suggestion de faire une étude approfondie des études de cas. Les études vont s'appuyer sur les carnets de vaccination et on pourra voir l'âge de la vaccination. Et je pense que nous arrivons à la dernière diapo, avant-dernière. Bon, pour résumer, il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. On propose des moyens d'atténuer les problèmes au niveau des pays, comme je l'ai dit, déterminer l'éligibilité, ça c'est souvent un problème, les outils et les systèmes de données qui doivent être adaptés, les enregistrements au foyer qui doivent être remplis correctement et conservés. Et puis, on aura aussi un mélange de données avec des enfants qui sont au-dessus de 12 mois
et qui ont été mal enregistrés. Donc ça a fait augmenter artificiellement la couverture vaccinale. Et bien sûr, il y a des préoccupations quant au financement. Donc les graphiques sur la droite, c'est pour illustrer que 60% des pays ont un système qui permet de traiter ces problèmes de désagrégation des groupes d'âge. Mais si vous regardez en bas, on voit que c'est très incomplet dans le graphique, dans le coin inférieur droit. Parfois, la proportion dans les pays où le vaccin est recommandé à 9 mois, c'est souvent enregistré comme étant donné à un enfant de plus de 12 mois. Alors, il y a des disparités qui sont assez énormes en termes de données. Et ça serait difficile de les régler par rapport aux différents groupes d'âge et aussi pour différencier les enfants qui ont été vaccinés de ceux qui ne l'ont pas été. Au niveau mondial, les problèmes, c'est une initiative hétérogène. On a des données limitées. Et puis le WINIC n'est pas vraiment mis en œuvre pour capter comment cette cohorte d'enfants va pouvoir être rattrapée. Et je pense que c'était la dernière diapo. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Je ne vois pas de questions pour l'instant pour Carolina. Cependant, on a une question sur la présentation précédente. Alors, la question c'était, disposons-nous d'informations sur l'efficacité du vaccin contre le chikungunya qui a été approuvé par la FDA? Oui, je pourrais dire quelques mots à ce propos. La FDA a homologué des vaccins sur la base de corrélats immunitaires, comme cela a été expliqué par Anna Oenik, ce qui est basé sur des essais donc avec une transmission aux humains via un sérum. Donc il y a une transmission indirecte. Cela suggère que les vaccins sont très efficaces car l'immunogénicité du vaccin est bien prouvée. Cependant, nous n'avons pas d'évaluation de l'efficacité du vaccin à proprement parler à ce stade. Il y a une question peut-être pour Carolina. Le grand rattrapage concerne-t-il les politiques de vaccination des adultes? On parle de GW, la de la vaccination. Alors, oui, dans certains cas, pour les pays qui sont soutenus par le Gavi, le timing ne va pas correspondre. Cela arrivera plus tard, car ils demandent aujourd'hui les doses supplémentaires qui ont été réclamées. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour Carolina, nous allons pouvoir parler à la police. Ah, pardon, il y a quand même une question. Comme je le disais tout à l'heure, donc disposons-nous d'informations sur le grand rattrapage qui concerne les politiques de vaccination des adultes. Non, le grand rattrapage concerne les enfants. Donc, cela ne fait pas partie de cette initiative, même si cela pourrait être très utile dans certains cas. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à présent à la polio. André, est-ce que vous voulez partager vos slides ou vous voulez que je le fasse? Bonjour à tous. Je vais partager mes propres diapos. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos à présent? Oui, on peut tout à fait. Je suis André. Je travaille pour le service de l'OMS sur la polio et donc je suis le point de contact SAGE pour la polio. Alors, avant de faire le résumé des précédentes réunions, SAGE, en termes d'épidémiologie, vous voyez sur la carte, on a les cas paralytiques causés par le poliovirus en 2023. Donc, vous voyez les points rouges en Afghanistan et en Pakistan sont des cas paralytiques, notamment par le sérotype de poliovirus type 1.
En 2023, on a eu une grande réussite pour la vaccination contre la polio, notamment pour le PVS, la rééducation finale des dernières souches de poliovirus, et notamment les zones où ce virus sévit. D'un autre côté, vous voyez beaucoup de points verts en Afrique et des points oranges également. Ce sont des points de circulation de poliovirus causés par sérotype 1 ou 2. On a plusieurs centaines de ces points. On est toujours à la lutte contre des épidémies de ces PVDV, notamment causées par les poliovirus par voie orale en Afrique et également au Yémen, par exemple, ou même en Égypte. À présent, je vais passer aux réunions SAGE de la semaine dernière. Il y avait deux points très importants. La première discussion, c'était le cadre de politique et les déclencheurs pour les VPOB et la planification de l'arrêt de VPOB. Et donc, cela montre clairement le besoin de retirer l'utilisation des vaccins vivants, des vaccins qui continuent de circuler, qui déclenchent parfois de certaines épidémies. Le deuxième point, c'était la recommandation de l'utilisation de VPI F euh, qui est administré en intramusculaire. On va en discuter plus en détail. Quelle est la planification de l'arrêt de VPOB? Donc, c'est le retrait global de la vaccination de routine suite à la certification de l'éradication du poliovirus sauvage. On va avoir des homologations, on va avoir donc un certain consensus pour utiliser notamment cela n'est pas compatible avec l'éradication de la poliovirus. Et donc, la première étape de cet arrêt de VPO est la bascule mondiale de VPOT à VPOB qui s'est déroulée en 2016. L'un des points qui ont été discutés lors des réunions, c'était les leçons tirées de cette bascule en 2016 du trivalent au bivalent. Et donc, il fallait revoir notamment les principales découvertes des enquêtes. Et donc, on voit que malheureusement, cette bascule n'a pas été un succès. Vous voyez pourquoi ici sur la carte, notamment l'arrêt de VPO2, c'était la capacité du programme à réduire les écarts de manière appropriée dans les temps à l'échelle adéquate. Cela s'est passé entre 2010 et 2016. Il y a eu 300 cas de paralysie causés par les PV, DVC, et l'objectif, c'était d'éviter ces cas, et on a obtenu exactement l'inverse. Donc, 6 semaines après la bascule, on a eu des milliers de cas de paralysie. Donc, vous voyez que c'était clairement un échec. Il faut être très, très prudent, notamment lorsque l'on arrête le trivalent. Donc, les délibérations de Sage accordaient que cela ne se fera pas en 2027. Voilà, c'était le timing qui était prévu à l'époque. C'est dû à l'incertitude de l'arrêt du PVS-1 et du PDVC 1 ou 2. Les membres SAGE soutiennent que l'arrêt de VPOB ne devrait être fait que après que les épidémies de PVDV sont interrompues, y compris les conséquences dans certaines géographies. Le SAGE a également recommandé que les pays à faible risque d'avoir la polio, et c'est une recommandation importante pour le programme, c'était celles qui avaient au moins 2 doses VPI, plein ou fractionné, pour atteindre une haute couverture de vaccination de routine, devrait prendre en compte la transition vers des programmes avec uniquement le VPI en avance d'une planification synchronisée de l'arrêt de VPOB. On a plusieurs options pour l'administration intradermique de
VPIF, et on voit les options qu'on a actuellement. Donc, on a le VPIF non étiqueté pour l'utilisation. On a 0,1 millilitre de VPI qui est administré intradermique avec des seringues dans leur formation de vaccination, notamment en Sri Lanka, Inde, Bangladesh, Népal, Cuba, Équateur. Là, on a évalué ces programmes dans les 6 pays et cela fonctionne parfaitement bien. À part cela, pour les campagnes de doses fractionnées intradermiques, on fonctionnait pour faire face aux épidémies de polio, et notamment pour les souches sauvages induites par des souches vaccinales. Mais il y a des problèmes au niveau des injections par les seringues. C'est ce que vous voyez sur la droite avec les photos. Avec la technique Mantoux ou le Pharmagétropis. C'était un type d'injection, mais sans aiguilles. Mais c'est difficile en termes de logistique, cependant, pour ce type d'appareil. Et par conséquent, l'OMS cherchait une autre manière d'administrer ce type de traitement. On voit l'administration intramusculaire de VPI en fractionné. On a aujourd'hui 2 études pour 2 populations différentes et 2 ajouts. On a Cuba avec les enfants de 4 et 8 mois et l'autre au Mozambique avec les enfants de 2 et 4 mois. Des études montrent qu'il n'y a pas d'infériorité entre l'intramusculaire et l'intradermique pour le VPI fractionné. À partir des résultats de ces études, le CEJ a conclu qu'il est possible pour les pays qui font face à la circulation de ces souches EPV de choisir l'administration intramusculaire intradermique de pays fractionnés. Donc, cette recommandation ne s'applique pas cependant à des pays qui utilisent le fractionné dans leur routine de vaccination, mais c'est une option supplémentaire pour réagir au déclenchement des épidémies. Cela facilite notamment pour la formation des équipes de vaccination et pour réussir une campagne de vaccination. Pour résumer, on voit que même s'il y a toujours circulation du PVS qui est limitée à une petite zone géographique et que la diversité génétique des PVS est détectée faible, et c'est surtout en Afrique, le SAGE a souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour améliorer la couverture vaccinale de routine, en particulier avec la première dose de BPI 1 et pour accélérer l'administration de la deuxième dose également. Le SAGE a apporté son soutien à l'équipe de cessation de l'utilisation VPOB dans la planification de l'arrêt éventuelle de l'utilisation de VPOB SABA, examinera les déclencheurs et les conditions préalables élaborées par l'équipe de cessation de l'utilisation du VPOB afin d'assurer la réussite de l'arrêt, pour ne pas répéter les erreurs qui ont été commises en 2016. Ce qui est important au niveau du programme, ce sont le fait que le SAGE a rappelé que seuls les pays à faible risque de polio ayant une couverture élevée avec au moins 2 doses de VPI dans le calendrier de vaccination symétrique devraient envisager de passer à des calendriers de vaccination par le VPI uniquement avant l'arrêt synchronisé prévu du VPI. Voilà, j'en ai conclu. Merci beaucoup pour votre attention. On a également une question pour Andrej. L'OMS désigne-t-elle des pays individuels comme pays à risque faible, moyen élevé de poliomyélite ou seulement des régions de l'OMS? Oui. Ah, pardon, il y a une autre question également. Par ailleurs, l'Afrique du Sud est-elle considérée comme un pays à faible risque de polio? Chaque année, chaque région OMS désigne des pays individuels avec des faibles ou des risques moyens face à la polio. Je n'ai pas le tableau, donc je ne peux pas répondre précisément. Je ne peux pas répondre pour l'Afrique du Sud. Mais bien sûr, on peut regarder et voir quels sont les résultats pour les pays d'Afrique. Et je sais que l'Afrique du Sud est l'un des pays qui pourrait faire cette transition. Ça a été débattu lors des réunions des groupes de travail SAGE de la semaine dernière.
Eh bien, il y a encore une autre question. Le plan initial prévoyait d'interrompre le PVS et le PVDV jusqu'en 2023, de ne plus avoir de cas par la suite. Nous avons eu un cas de PVS au Pakistan. Comment cela affecte-t-il l'agenda ou le calendrier du PEV? Bien sûr, on réévalue le programme de vaccination toujours préalable. C'était on a 20 ans de retard à présent. On espère qu'on aura une certification pour fin 2026, car nous avons de bons signaux de l'Afghanistan et de Pakistan. Je parle ici de certification du PBS, car il faut 3 ans sans circulation de ce virus avant d'avoir une certification qui soit possible. Et 2026-2027, on a également prévu 2 certifications PVDVC, donc à l'horizon 2028. Donc l'arrêt de PVOP est probablement réaliste pour 2029, et les repères spatio-temporels ne cessent de changer, donc c'est assez difficile à- d'être certain sur ce point. Merci. On a également une question. Également, une question. Il y a une interruption. La connexion de Monsieur Melgar semble instable. Alors, une question. Oui, je crois que ce n'est malheureusement pas possible. Ah, vous avez donné la possibilité de donner la parole à Yvette. Yvette, vous avez la parole si vous le souhaitez. On peut vous donner la parole. Ah, présent, je crois que Yvette a la parole si elle souhaite répondre. Yvette, peut-être qu'Yvette n'est plus avec nous. Je crois qu'elle a ouvert son micro, mais on ne peut malheureusement pas l'entendre. Donc, on va prendre la question. Yvette, si vous nous entendez, mettez votre question dans le chat. On essaiera de la traiter. Et on va passer à la suite s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y a 2 questions dans la zone Q&A. Donc, je pense qu'ils pourront trouver le tableau. Oui, je peux essayer de contacter les régions. C'est un exercice annuel, hein. Pour ce que j'en sais, je suis pas sûr que ce soit publié euh, où que ce soit des données publiques, mais j'essaierai de trouver. Et alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais il y a un commentaire sur la transition. Alors, le président du groupe de travail sur la polio au sein du groupe SAGE, lui, il pense que l'Afrique du Sud est prêt à cette transition. C'est une discussion que les groupes NITAG d'Afrique du Sud doit évoquer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'arguments en faveur de la transition, mais aussi beaucoup d'arguments contre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la suite. Merci à Andrei. Rosamond, vous voulez que je m'occupe de partager les diapositives? Merci beaucoup. Bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde. C'est un résumé succinct de la situation mondiale au sujet de la Mpox, la variole simienne.
penser peut-être que Mpox est passé sous les radars, mais on a une situation émergente en République démocratique du Congo qui nous préoccupe. Donc, on va faire une présentation générale de la situation dans ce pays, et puis on aura des informations sur les recommandations les plus récentes du groupe SAGE qui ont été débattues la semaine dernière et présentées ensuite. Donc, juste pour vous rappeler que au début de l'épidémie mondiale de Mpox, en mai 2024, un comité d'examen s'est réuni pour évaluer la riposte et il y a des recommandations euh, en fonction des réglementations internationales. Ça, c'est disponible en ligne. Cette diapo est juste un résumé, mais les recommandations sont toujours en vigueur jusqu'au mois d'août de cette année et elles seront présentées à l'Assemblée générale au mois de mai. Donc, vous avez ici des recommandations pour les pays membres. Donc, je veux juste dire que ça inclut, alors ceux qui sont en rouge, ceux qui doivent investir dans la recherche pour mieux comprendre les transmissions de cette maladie et la façon dont les vaccins contribuent à lutter contre cette maladie. Et la dernière, c'est également pour les pays membres et nos partenaires qui doivent travailler vers un accès équitable, sûr et efficace aux vaccins. Diapo suivante. Donc, sur cette diapo, on a des données qui viennent d'être publiées cette semaine, hier, je crois, avec des données de février 2024. Et on voit ici, c'est les courbes épidémiques, vous l'avez peut-être déjà vu à plusieurs reprises, de l'épidémie au niveau mondial, qui a maintenant touché 94 000 cas confirmés par laboratoire dans plus de 70 pays. Donc, il y a eu une riposte et dans beaucoup de pays, une campagne de vaccination et un engagement communautaire, une communication et beaucoup d'autres actions. Comme vous le voyez ici, ça a entraîné une chute du nombre de cas en 2023. Mais un an plus tard, on est toujours avec une situation qu'on constate aujourd'hui en février et qui a aujourd'hui 700 cas venant de 29 pays rapportés en février. Donc, on est vraiment hors des pays listés comme endémiques et il y en a encore des cas qui sont signalés dans d'autres régions. Alors, à droite, vous voyez une illustration visuelle de notre situation actuelle. On voit qu'il y a une épidémie dans le Pacifique occidental, l'Asie du Sud-Est, qui est arrivée un peu plus tard, mais qui sont en train de diminuer. Alors que on a des cas signalés en Amérique, Nord et Sud, et en Europe également. Diapo suivante. Alors cette diapo résume là où on en était en 2023 avec la situation en République démocratique du Congo. Si vous regardez le graphique en haut à gauche de la diapo, vous voyez qu'il y a un nombre de cas cliniquement compatibles qui sont signalés depuis les années 90 et même depuis les années 70 dans ce pays. Alors, c'était très sporadique au début, et puis après la vaccination contre la variole, ça s'est arrêté, et maintenant, les cohortes de populations qui n'ont pas reçu le vaccin contre la variole, c'est peut-être un des facteurs euh, derrière cette augmentation visible des cas de Mpox. Il y a beaucoup de cas suspectés parce que seulement 10% des cas sont confirmés par laboratoire. Mais même les cas soupçonnés, ce n'est pas une approche syndromique. Il faut que ça corresponde au cas clinique de Mpox. Donc vous voyez qu'en 2024, les données ne sont pas annualisées et les pays devraient signaler plus de cas en 2024 qu'en 2023. Donc la trajectoire est toujours en ascendance. Ce que vous voyez aussi en haut à gauche, c'est le taux de mortalité
qui a augmenté de 2,7% il y a 3 ans à 3,7% jusqu'à 4,5% aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est au-dessus de 7% de mortalité par cas dans le pays. Donc c'est très préoccupant. Et il y a également d'autres caractéristiques qui nous préoccupent. Au centre, vous voyez la carte du pays et les provinces qui ont signalé des cas en 2024. L'année dernière, il y avait 26 provinces, y compris la capitale, qui avaient déjà signalé des cas, certaines pour la première fois en 2023, et notamment Kinshasa, et l'épidémie euh, est différente selon les régions, notamment parce qu'il y avait une transmission par voie sexuelle et les travailleuses du sexe enregistraient un grand pourcentage des cas. Ce que vous voyez sur la gauche, en bas à gauche, c'est la pyramide démographique pour les cas, comme ils ont été signalés dans différentes parties du pays. C'est une mission qui a eu lieu en fin 2023 pour recueillir ces données, et ça montre euh, l'Équateur, c'est la province la plus endémique, et Bolomba, la province la plus affectée. Et à Bolomba, on voit une pyramide démographique de cas où il était clair que la plupart des cas concernaient les enfants de moins de 5 ans et moins de 15 ans. À droite, on voit une pyramide démographique complètement différente. C'est à Kamituga, Kivu Sud, qui montre les transmissions. On voit que c'est beaucoup plus virulent que ce qui se passe au niveau global. Donc, ça montre que le schéma concerne surtout les femmes et les hommes adultes. C'est la première pyramide démographique que je vois où il y a plus de femmes que d'hommes affectés par la Mpox. Dans la zone de Kivu Sud, c'est ce qui se produit dans pas mal de zones frontalières où il y a des mouvements de population transfrontaliers à cause du commerce ou à cause de problèmes sociaux ou civils. On regarde maintenant les données qui correspondent aux 2 dernières années, 2022 à 2024, qui concernent les 8 premières semaines de cette année. On a sur la gauche le nombre de cas signalés et à droite le nombre de morts signalés. Donc, ce n'est pas vraiment l'incidence, parce qu'on travaille toujours sur ces données et pour générer une cartographie. Donc là, ce sont simplement des cas décomptés, mais qui montrent qu'on a un changement de schéma par rapport aux 2 années précédentes. Sur la diapo suivante, on illustre la distribution par groupe d'âge. Donc en haut à gauche, vous avez ce camembert qui montre les cas des nourrissons de moins de 11 mois, les enfants de moins de 5 ans, encore un tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers pour les adultes. Donc la distribution des cas de décès est à peu près similaire, sauf que pour les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, ça représente 2 tiers des décès. Donc c'est clair que les enfants les plus jeunes sont à risque par rapport à cette maladie, plus de risque de décès. À droite, vous voyez la distribution en termes d'âge et de sexe des cas confirmés par laboratoire. Ça concerne le début de l'année et qui vient du Kivu Sud. Et le pays est en train de recevoir d'autres échantillons. Donc ça va être modifié. Donc on voit que ça continue d'augmenter, que ce soit les cas ou les décès. Il y a déjà une zone sur 5 qui rapporte plus de 3500 cas en 2024. Il y a à peu près 10% des cas qui sont confirmés par laboratoire, ce qui n'est pas si mal vu la taille importante du pays et les défis logistiques. Mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens sur ce qui pourrait causer ce qui semble être de la Mpox dans les 90% de cas restants. Et pour les cas confirmés, en tout cas, l'Otumbe est là où les populations sont confrontées à des infections
notamment d'autres maladies qui affectent la santé des enfants. Donc on voit pour la première fois en 2023, c'est la première fois que c'est documenté, qu'il y a une co-infection avec des IST sur l'épidémie globale. On le voit maintenant en démocratique du Congo, qu'il y a des infections Mpox et HIV, et en fait des infections de Mpox couplées à des maladies sexuellement transmissibles. Alors la souche qui circule au Kivu Sud n'est pas exactement la même que dans le reste du pays. C'est une souche différente que celle qui circule ailleurs. Celles qui circulent au Kivu Sud peuvent causer des échecs de diagnostic en cas de tests PCR qui sont vraiment spécifiques pour une souche. Donc l'OMS est en train de mettre à jour des directives pour les tests en laboratoire pour la Mpox afin de fournir des informations au pays sur la manière d'évaluer et de tester pour s'assurer euh, que ça n'évite pas la détection, en tout cas. Et il faut faire attention que ce virus ne circule pas hors de la République démocratique du Congo. Donc, certaines des données examinées par le groupe SAGE la semaine dernière, on a différents vaccins qui sont disponibles pour la Mpox. On a développé un vaccin pour la variole. Vous savez que ce vaccin lui-même, enfin, le virus qui cause la variole n'est pas le même que celui de la variole simienne, mais il y a un certain niveau de protection. Donc, on a maintenant un vaccin spécifique Mpox. Donc, la prophylaxie post-exposition pour l'un de ces vaccins, pour lesquels les données sont plus largement disponibles, montre que l'efficacité n'est pas très élevée. L'efficacité était de 25%, et c'est dû en partie aux difficultés de mesurer l'efficacité des vaccins et d'obtenir des groupes de contrôle appropriés, mais ça peut être dû aussi à la transmission par voie sexuelle qui sont en augmentation avec l'épidémie, et notamment pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Donc, la période d'incubation moyenne est plus courte qu'elle l'était par le passé, ça a été documenté, et ça veut dire que ça peut être difficile en termes d'efficacité de vaccin sur une période courte, et on espère qu'il y aura une protection pour plusieurs virus, que ça deviendra une réalité, mais la prophylaxie post-exposition et l'efficacité du vaccin est faible malheureusement, et ça doit être évalué en situation. La bonne nouvelle, c'est que pour le même nombre de vaccins MVA, il y a 65% d'efficacité du vaccin pour une dose, et pour ce qui est de la deuxième dose, ça fait augmenter l'efficacité du vaccin à 82%. 82%. Donc ça, on est en confiance là-dessus, on voit que les études c'est quand même rassurant de voir que beaucoup des études qui sont menées montrent des données probantes sur l'efficacité du vaccin qui sont rassurantes, en tout cas lorsque le vaccin est donné avant l'exposition à la maladie. L'autre aspect qui a été évalué en détail, comme vous le savez, ces vaccins, les versions d'origine étaient appelées vaccins de première génération, étaient utilisés avec la surveillance pour l'éradication de la variole, qui était un des virus les plus craints au monde avant son éradication. Donc les vaccins qu'on a maintenant ont été développés lors du programme d'éradication de la variole, et ils sont censés être plus sûrs et disponibles en cas de résurgence de la variole. Nous n'avons aucun signalement de résurgence de la variole, mais on a un programme gouvernemental pour développer ces vaccins, et c'est ce qui fait que ces vaccins sont disponibles pour le contrôle de la Mpox. Les vaccins de seconde génération, je vous ai donné un exemple. Euh, les autres pays ont des vaccins de seconde génération, ils ont leurs propres vaccins, et
il y a une prévalence supérieure. Euh, le risque est toujours 200 cas par million de cas. Donc ce n'est pas très élevé, mais ça reste quand même préoccupant parce que s'il n'y a pas de variole, le risque-bénéfice change. Donc ce vaccin n'a pas été utilisé largement pour la réaction, pour la riposte à la Mpox. Les deux autres vaccins, par contre, on note des améliorations pour les vaccins de deuxième génération. Maintenant, il y a des vaccins de troisième génération qui ont été testés au Japon. Euh, donc un profil de sécurité qui est bon. Des évaluations ont été faites sur 55 000 enfants et les résultats sont bons. Les vaccins modifiés, c'est un vaccin non réplicatif, mais il est uniquement homologué pour les gens de plus de 18 ans. Donc il y a des données limitées pour ce qui concerne les enfants, parce que pour une épidémie globale, euh, on voit qu'on a deux études. Sur 129 enfants, il y a une étude détaillée, un suivi pour les enfants qui faisaient partie de ce groupe de contrôle, qui avaient reçu le MVABN, et le profil de ce vaccin était bon. En outre, le vaccin MVA modifié est utilisé pour développer d'autres vaccins, et le MVABN final a montré un bon profil de sécurité sur 52 000 personnes, est homologué pour l'utiliser sur les enfants d'1 an et plus. Donc, on a des données probantes de la sécurité, même si ce n'est pas homologué pour l'instant. Les recommandations du groupe SAGE, c'est de rassembler toutes ces données avec l'épidémiologie originale, la nouvelle épidémiologie globale, et puis avec l'émergence de cette situation préoccupante en Afrique centrale, il faut mettre ces données avec les autres et voir les vaccins qui sont disponibles à l'heure actuelle pour présenter ces recommandations pour qu'elles soient prises en compte pour l'utilisation du vaccin contre la Mpox. Donc la vaccination est recommandée aux personnes à risque. On l'a déjà dit dans les autres versions et nous réitérons cette recommandation. La vaccination doit être basée sur l'épidémiologie locale et les personnes qui sont identifiées comme à risque, mais on reconnaît que ça peut être difficile dans certaines zones où l'épidémiologie est moins bien comprise. Donc, l'épidémiologie locale peut inclure la vaccination des personnes sur une zone géographique définie, pas juste un groupe de population à risque, un village, une communauté, par exemple, euh, les enfants notamment, où on a vu qu'il y a beaucoup de cas chez les enfants. Donc, en plus, même recommandation qu'avant, on doit continuer d'appliquer que la vaccination soit disponible pour les travailleuses du sexe, les gens à partenaires sexuels multiples, et c'est le risque de transmission par voie sexuelle, euh, parce que ça circule encore au niveau global. Donc, on veut protéger les personnels de santé, ils doivent être pris en compte pour la vaccination, et ça inclura les personnels des laboratoires et des cliniques pour des tests et diagnostics et ceux qui prodiguent des soins. Alors, en termes de prophylaxie, de faible efficacité du vaccin, la recommandation a été maintenue de vacciner les personnes à risque parce que les résultats des études qu'on a partagées avec vous viennent d'un groupe de population très spécifique et il est possible que les conclusions soient différentes selon les zones. Et on souligne l'importance de vacciner là où c'est possible en moins de 4 jours après la première exposition. On inclut là, les enfants, les professionnels de santé et également les prisons, les établissements de santé, les écoles. Diapositive suivante.
Ça, c'est une diapo qui résume euh, les individus qui ne sont pas enceintes, c'est-à-dire la plupart des gens et qui sont immunocompétents. Donc, pour la plupart des gens, avec des vaccins non réplicatifs ou des vaccins à réplication minimale ou les vaccins KBM, ça, c'est approprié en, en fonction d'une évaluation des risques pour les individus et pour les populations. Et les considérations spécifiques, et notamment il y a l'utilisation, euh, le choix de vaccins, l'application du choix de vaccins pour des groupes de population spéciales. Et le groupe SAGE a mis en place certaines recommandations et vous verrez qu'on a quelques exemples à vous proposer dans la diapositive suivante. Pardon, la diapositive précédente. Donc, pour le choix des vaccins pour les nourrissons, les enfants et les adolescents, vu la nouvelle situation et la situation émergente en Afrique centrale, euh, des vaccins non réplicatifs ou à réplication minimale. On a déjà vu que le LC16 est déjà utilisé pour les enfants, et si le MVA n'est pas approuvé pour l'utilisation pour les enfants, on peut quand même l'utiliser d'une certaine manière, comme ça a été recommandé par le groupe SAGE, euh, hors recommandation d'étiquetage. On recommande également, c'est allé beaucoup trop vite pour l'interprète, désolé. Le groupe SAGE mentionne également les priorités de recherche qui sont, c'est-à-dire mieux comprendre les modes de transmission, l'épidémiologie, les cas spécifiques à l'âge, l'incidence, les décès, la caractérisation des facteurs de risque pour l'infection et les formes graves. En particulier, l'épidémiologie chez les enfants et une meilleure compréhension de la sécurité, de l'efficacité des vaccins. Et il y a très peu d'études disponibles pour ce groupe en particulier. Donc, ça, c'est également une priorité. Et la protection, bien sûr, la durée de protection. Donc, le groupe SAGE va lancer un appel à l'action des membres l'importance, pour souligner l'importance de l'accès au vaccin, des évaluations réglementaires des vaccins, et nous devons nous assurer qu'il y a une collecte de données systématique. Donc, il faut intégrer la recherche au déploiement d'urgence des vaccins pour les campagnes de vaccination et qu'il y ait des investissements durables dans la recherche sur la région de l'Afrique. Donc, juste pour vous prévenir que en avril, nous allons publier un cadre stratégique global pour arriver à l'éradication de la transmission humaine du Mpox. Alors, c'est peut-être contre-intuitif vu ce qu'on vient de dire sur la situation en Afrique centrale, mais euh, l'origine de l'Mpox était une zoonose et au niveau global, tous les cas ont été acquis par des transmissions de personne à personne. Donc, même en Afrique, dans les pays endémiques, et même dans les zones endémiques de ces pays, il y a une proportion de cas élevée de transmission de personne à personne. Donc, on n'est pas là pour dire que cette zoonose va disparaître. Il faut augmenter les recherches dans ce domaine. Il faut des efforts concertés pour contrôler cette épidémie d'Mpox. Et il faut qu'on ait accès à des contre-mesures pour réduire la transmission d'humain à humain et pour minimiser la transmission. Il faut qu'on ait une meilleure compréhension de ce qui entraîne euh, cette situation. Donc, ce cadre va être publié en avril et ça viendra en soutien aux recommandations dont j'ai parlé au début de mon intervention. Diapositive suivante. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense qu'on a peut-être des questions. On m'a demandé si il y avait suffisamment de vaccins disponibles pour le groupe à risque de la RDC. Probablement pas à l'heure actuelle. Cependant, il y a beaucoup d'étapes à entreprendre
pour permettre l'accès au vaccin dans les zones à risque. Notamment, les recommandations de SAGE consistent à soutenir les efforts dans ce sens. Ensuite, il faut également un effort en termes de réglementation dans le pays. Ce qu'il faut noter également, c'est que le Nigeria a réussi à réaliser une approbation pour un protocole d'utilisation d'urgence au Nigeria. C'est tout à fait récent. Ça a pris 18 mois pour y arriver avec le soutien d'organismes stratégiques de réglementation. Et en RDC, l'approche actuelle est soutenue par des organismes de réglementation au niveau de la région africaine de l'OMS pour adopter une approche similaire. Et bien sûr, cela ira plus vite dans ces circonstances. Et suite à cela, la stratégie vaccinatoire devra être développée sur la base de l'accessibilité des vaccins. Et donc, on a également des dons de vaccins, notamment de pays riches, et l'OMS essaie de sécuriser d'autres dons de vaccins. Mais nous sommes très conscients que les fabricants de vaccins, des MVBN, peuvent rendre certaines doses disponibles au cours des 6 prochains mois et probablement au-delà. Mais il faut qu'on ait un mécanisme d'approvisionnement disponible. Et il faut savoir que ces vaccins sont assez coûteux. En ce qui concerne pour le NC16, le Japon a utilisé ce vaccin et la Colombie, avec LC5, on voit qu'on a une observation de ces vaccins. Ce qui est recommandé également, c'est que ce vaccin soit utilisé et le Japon a proposé 50 000 doses pour le RDC à utiliser en essais cliniques et pour évaluer l'efficacité de ce vaccin. Également en Afrique centrale, on a un certain nombre de domaines où on essaie de faire des progrès. On essaie de soutenir les pays qui font face à des épidémies et pour qu'ils rendent disponibles ces vaccins pour les populations les plus à risque et que cela fasse partie de leur stratégie vaccinatoire. Et à l'avenir, on aura besoin de beaucoup plus de vaccins, mais cependant, on ne sait pas encore très bien sur la durée de protection du virus contre le mpox. On ne sait pas très bien combien de temps la protection pourra être efficace. Une question suivante, si vous en avez une? Non, je ne vois pas d'autres questions pour vous, Rosamond. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour votre présentation. Le son n'est pas très clair. Alors, il y avait une autre question. Alors là, c'était la question de Yvette. Nous voulions savoir si nous étions suffisamment équipés. N'allons-nous pas être confrontés à une pénurie de VDPI après l'arrêt de la... C'est une question destinée à Joachim. Est-ce que Anda est toujours là? Peut-être qu'il pourrait mieux répondre que moi. Bien sûr, il faut qu'on ait les stocks suffisants. Euh, Donc, je pense que nous avons les stocks suffisants, mais je n'ai pas de chiffres précis. Mais bien sûr, il faut que nous préparions. C'est tout à fait d'accord. Et je pense que pour l'instant, on peut envisager les choses avec une certaine confiance. Avant de redonner la parole à Mario, je voudrais simplement vous dire que le GNN, pardon, pas le GNN, que le siège social de l'OMS va réaliser une étude pour les pays à revenus moyens pour rendre leurs besoins spécifiques. Cette enquête sera disponible au niveau du secrétariat des NITAG et il s'agit d'envoyer cela à tous les pays concernés. Donc, nous comptons fermement sur votre participation pour participer à cette enquête, pour nous informer, savoir si vous avez besoin d'instructions, de documents de formation, de quoi vous avez besoin en particulier. Par conséquent, soyez attentifs, nous allons vous envoyer l'enquête sous peu. Mario, je vous repasse la parole.
Et si vous avez oublié, bien sûr, nous allons vous envoyer la présentation pour tous les participants et tous ceux qui étaient sur la mailing list. Mario, vous avez la parole. Le son était quasiment inaudible, je regrette. Notre prochaine réunion se déroulera en mai. Je voudrais remercier tous les intervenants. Ce sont des informations extrêmement précieuses et c'est très important de les avoir de votre propre bouche. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt au mois de mai.